la santé de nos intestins dépend de notre alimentation. La santé de notre cerveau dépend de notre santé intestinale, mais la santé de notre cerveau dépend, notre système nerveux central et périphérique dépend aussi de nos aliments. Bonjour à tous. Nous voilà aujourd'hui pour parler d'un sujet très important, la maladie de Parkinson et ses relations avec l'intestin. Avez-vous envie d'avoir une maladie de Parkinson? Il y a 165 000 personnes en France qui sont atteintes et tous les ans, il faut en ajouter 25 000 de plus. 150 000 de plus en 3 ans, rendez-vous compte. Alors, cette maladie de Parkinson est-elle inéluctable? Est-elle d'origine génétique? Est-elle liée à des médicaments? Est-elle liée au stress? Est-elle liée à l'intestin, à nos habitudes alimentaires? Eh oui, il y a de plus en plus de publications scientifiques qui relient notre état neurologique à nos habitudes alimentaires, à un point tel qu'on nous a dit que l'intestin était un deuxième cerveau. Ce n'est pas l'intestin qui vous permet de décider de faire ceci ou cela dans la vie, mais c'est vrai que si votre intestin va bien, ça ira mieux avec votre cerveau. Alors Jean, toi qui es un passionné de la nutrition, de l'alimentation et de ce domaine immense, qui fait d'ailleurs que quand on observe les publications scientifiques dans tous les domaines les plus concrets de la vie, dans les pathologies, la nutrition est en tête. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors évidemment, le Parkinson, on pense tout de suite au monsieur ou à la dame qui a des tremblements. Ce ne sont pas les premiers signes. Il y a d'abord un ralentissement de la marche, des gestes difficiles, une écriture en patte de mouche, et puis du stress. Par quoi? Parce que vous avez le conjoint ou le voisin ou au travail où on vous dit attention, mais vous avez la tremblote. Est-ce que c'est votre stress qui vous fait trembler ou bien est-ce que vous êtes en train de commencer une maladie de Parkinson? Et on voit des personnes qui ont ces petits symptômes, qui cachent leurs mains pour pas montrer ou qui tiennent leurs mains pour pas montrer qu'il y a du mouvement qu'ils n'arrivent pas bien à contrôler. Donc c'est sûr que nous sommes là sur un sujet majeur et comme moi-même je suis passionné par ce sujet qu'est la santé, qu'est la prévention de toutes les maladies de civilisation et pas seulement du cancer, eh bien étant donné toutes les questions que nous avons reçues, et là vous voyez j'en ai une bonne vingtaine, nous allons partir sur ce sujet, Parkinson et intestin. Alors première question, quels sont les liens potentiels entre la santé intestinale et la maladie de Parkinson? Est-ce que tu as des éléments assez précis à nous donner? Les liens potentiels. Il y a beaucoup d'éléments qui lient la santé intestinale avec la maladie de Parkinson. On observe dans les symptômes de la maladie de Parkinson beaucoup de symptômes digestifs, notamment une réduction de la motricité digestive qui peut aller avec des difficultés de déglutition, des difficultés de vidange gastrique, une perte aussi de l'appétit. Alors ça, c'est lié bien sûr au centre nerveux qui fonctionne de moins en moins bien, mais il y a des liens qui se font aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire un problème intestinal qui deviendrait un facteur favorisant ou carrément un facteur de causalité dans le développement de la maladie de Parkinson. Alors, j'ai été confronté à cette question-là parce que j'ai un ami neurologue qui m'a demandé d'accompagner certains de ses patients parkinsoniens. Moi qui ne suis pas médecin, je me suis un petit peu renseigné sur ce que je pouvais faire en nutrition, mais il m'a dit regarde la constipation. Parce que la constipation est quelque chose de systématique dans la maladie de Parkinson, à tel point que les scientifiques ont fini par se poser des questions. Et il y a 1 an ou 2, ils ont déclaré que la constipation, c'était plus simplement un signe dit prodromique de la maladie de Parkinson. Préalable, c'est-à-dire un signe qui est favorisant. Plus il se développe sur du long temps, plus le risque de développer une maladie de Parkinson augmente. C'est considéré maintenant comme un facteur de causalité. C'est-à-dire que la constipation ancienne
va faire le lit de la maladie de l'Alzheimer, va être un facteur de causalité, parmi d'autres, hein, évidemment. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses, mais le fait d'être constipé n'est pas souhaitable hein, si on veut éviter une maladie de Parkinson. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme et vous donner une information importante. Vous savez que sur ABC Talk, on a à cœur chaque jour de vous proposer une émission, un programme chaque jour, quelle que soit la période de l'année. Mais ABC Talk, ça n'est pas que des émissions, ce sont aussi des événements en présentiel, en immersion, des événements avec des personnalités influentes qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Je pense notamment à Isabelle Serre, je pense à Frédéric Barbet, je pense à Céline Franou, je pense à Arnaud Rio, à Bruno Charvet. Ils sont tous avec ABC Talk. On avait à cœur évidemment de s'efforcer de vous offrir des expériences transformatrices pour vous aider au mieux dans votre vie de tous les jours et améliorer si possible, votre bien-être au quotidien. Je vous invite vraiment à aller sur notre site abctalk.fr. Dès que vous arrivez sur la première page, vous avez l'intégralité de notre actualité avec tous ceux et celles que vous allez pouvoir retrouver lors de ces week-ends. C'est important. abctalk.fr. Alors, on va remonter un peu parce que tu as utilisé un mot qui a fait tilt pour moi, c'est le mot ralentissement du fonctionnement du système digestif. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'avale quelque chose que j'ai longuement mastiqué avant d'avaler, eh bien, il va y avoir une fermeture de ma glotte. Ça veut dire que la voie respiratoire va se fermer pour laisser ouverte la voie digestive pour que ce que j'ai mis dans mon palais des saveurs descende dans mon estomac. Or, déjà l'ésophage est capable de se contracter. Oh, ce n'est pas une forte contraction, mais ce qui est certain, c'est que l'ésophage est un tube qui est plat, avec une muqueuse, mais qui a une musculeuse très solide. La preuve, c'est que quand nous faisons en chirurgie, de la chirurgie ésophagienne, nous nous fixons pour bien suturer les sutures. Quand on fait une suture entre une partie et une autre de l'ésophage, on ne se sert pas tellement de la muqueuse, mais de la musculeuse. Et la muqueuse est assez musclée, c'est-à-dire capable de se contracter. Arrivons à l'estomac. Et l'estomac se contracte. On le voit quand on fait une radiographie, qu'on prend un produit qui est un produit radio-opaque, on voit descendre ce produit le long de l'ésophage, il arrive dans l'estomac, il stagne pas très longtemps, et puis l'estomac se contracte. Il se contracte sur un obstacle. Lequel obstacle? C'est un sphincter. Ce sphincter s'appelle le pylore, et le pylore, il ne s'ouvre pas parce que je décide d'ouvrir mon pylore, c'est l'estomac qui décide quand le boulot a été bien fait par l'estomac. Donc ça veut dire que s'il y a ralentissement, déjà, on a eu un ralentissement œsophagien, un ralentissement gastrique, on continue, intestin grêle. Après l'estomac, après l'ouverture de ce pylore, nous avons le duodénum. Duodénum, une douzaine de centimètres ou un peu plus, qui se contracte aussi, qui reçoit la bile, qui reçoit le liquide pancréatique, et ensuite 5 à 6 mètres d'intestin grêle. Et cet intestin grêle, il y a quelque chose de très important que je vais faire passer au passage, si on peut dire, c'est que nous ne voyons pas de cancer de l'intestin grêle. Et beaucoup de malades me disent, mais docteur, pourquoi on voit des cancers du côlon et on ne voit pas des cancers de l'intestin grêle? Ben, tout simplement parce que le liquide dans l'intestin grêle, il fonctionne. Il est dedans, il y a la salive, 1,5 litre, le liquide gastrique, 1 litre, le liquide venant du foie, 1 litre de bile, le liquide pancréatique, 1 litre de liquide pancréatique, plus 1 litre de liquide par mètre de grêle, ça fait grosso modo entre 9 et 10 litres qui circulent dans l'intestin grêle. Ça circule vite. Et si on mettait un stéthoscope sur notre intestin, sur notre ventre, on entendrait que ça bouge beaucoup. Alors, de temps en temps, on entend les gargouillements la nuit du voisin ou de son conjoint. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est très important à savoir. Ralentissement de haut en bas jusqu'à la conclusion qui est le côlon qui se contracte pas assez et qui arrive au niveau du côlon gauche et puis de la charnière entre le côlon gauche sigmoïde et le rectum. Et là, si ça ne se contracte pas, ben, ça veut dire que ça va stagner. Mais alors, quels sont ces muscles, Jean? Ce sont des muscles lisses. Ce ne sont pas des muscles que je décide de moi-même de faire se contracter, comme mon biceps ou comme les muscles de la main quand je bouge mes doigts pour jouer du piano. Non, c'est une musculeuse lisse qui a un fonctionnement... Musculeuse lisse. Lisse, tout à fait, qui a un fonctionnement autonome, donc qui est gouverné par le système nerveux autonome.
Donc, un système nerveux qui va réguler les activités vitales, donc la fréquence cardiaque, les contractions digestives, respiratoire, etc. Donc, c'est une contraction très, très différente de la contraction des muscles qui nous permettent de nous mouvoir. Pour les femmes qui ont accouché, c'est une contraction qu'elles connaissent très, très bien parce que l'utérus, donc, qui est un muscle lisse, lui aussi, quand il se contracte, il va se contracter d'un coup, maintenir une contraction pendant quelques secondes, puis ensuite se détendre. Donc, c'est quelque chose de très différent. Et cette contraction musculaire n'est pas régulée que par le système nerveux autonome, dans le cas du système digestif. sympathique, parasympathique. Hein. Voilà. Elle est régulée aussi par le contenu du côlon. Et c'est là que le microbiote digestif a une grande importance. Si, par exemple, on a une alimentation pauvre en fruits et légumes, et en particulier riche en produits animaux, donc riche en protéines, trop riche en protéines, eh bien, on va sélectionner un microbiote capable de se nourrir de protéines, qui est un microbiote donc de protéobactéries, qu'on appelle aussi des bactéries de putréfaction. Pourquoi? Parce que quand elles se nourrissent des protéines, elles les putréfient. Putréfaction, odeur. Odeur, exactement. Donc, elles produisent des molécules odorantes qui ont des noms très évocateurs comme la putrécine, la cadavérine. Terrible qu'on nomme putrécine, cadavérine, c'est terrible. Bah, c'est ce qui se passe quand un cadavre, entre en putréfaction. Les bactéries intestinales se nourrissent des protéines. Tout à fait. Elles prennent ce qu'il y a à manger sur place. Donc, quand on mange beaucoup de produits animaux, on sélectionne ce type de microbiote qui ralentit le transit, qui produit, ces molécules-là sont toxiques pour le foie. Toi qui connais très très bien l'intestin pour avoir beaucoup opéré, tu connais le syndrome du méga-côlon toxique. Absolument. Voilà, c'est une constipation. Énormément côlon. Voilà, c'est une constipation plein qui de matière, très des kilos longtemps. de matière, qui sont là depuis des années. Et qui intoxique le foie. Bien sûr. Voilà. Donc, la constipation, c'est quelque chose qui n'est pas du tout souhaitable. Alors, comment est-ce qu'on peut définir la constipation ? À mon avis, il faut aller évacuer tous les jours, minimum une fois, idéal peut-être 2, pourquoi pas 3, mais des selles, on va pas rentrer dans le détail, mais des selles qui soient correctement fabriquées par notre côlon, couleur, odeur qui soit pas trop hyper désagréable, obligé de mettre l'air de la Lozère dans toute la maison, et en même temps qui ait une certaine consistance. Voilà. Alors, évidemment, ça, les gens le savent. Et ce qui me frappe, c'est dans la population combien le tube digestif français, européen, occidental marche mal. On parle beaucoup de pathologies intestinales ou de syndromes qui sont plus ou moins pathologiques intestinaux. On parle de syndrome du côlon irritable, on parle de maladies inflammatoires chroniques intestinales. Les MICI, M-I-C-I. Voilà, on parle de colopathie fonctionnelle dans le cadre du côlon irritable. Mais ces colopathies fonctionnelles sont très, très souvent liées à un problème de microbiote qui lui-même est lié à une alimentation qui s'est dégradée. Les habitudes alimentaires des Français, comme dans beaucoup d'autres pays industrialisés, se sont énormément dégradées. On mange beaucoup trop de produits transformés, ultra transformés, appauvris en fibres, appauvris en nutriments, qui sélectionnent un mauvais microbiote, et on mange plus suffisamment de produits non transformés, frais. Des fruits, des légumes frais, crus en partie. Donc c'est l'industrie agroalimentaire qui ne fait pas tout à fait ce qu'il faudrait faire, quoi. Ça n'aide pas le microbiote de consommer beaucoup de ces aliments-là. Il faudra en consommer le moins possible, et si possible, plutôt des produits non transformés. Là, on voit tout de suite que la qualité du microbiote s'améliore, et on a beaucoup moins d'un phénomène dont on entend de plus en plus souvent parler, qui s'appelle le SIBO. Alors SIBO, ce sont des pullulations bactériennes. C'est S-I-B-O, ça veut dire alors Small Intestinal Bacterial... Petit intestin, bacterial, small. Voilà, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc c'est un excès de développement de microbiote, de bactéries dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, comme tu l'as dit, il a une motricité qui est plus active que celle du côlon. Donc, les fluides passent plus rapidement. Donc, il y a peu de microbiote. Le problème, c'est que cette constipation créant une stagnation et puis surtout une alimentation peut-être trop fréquente, c'est-à-dire que trop de prises alimentaires dans la journée. Oui. On voit beaucoup ça chez les sujets qui mangent pas forcément beaucoup à la fois, mais très souvent. Très souvent, Trop de collations. Donc, on a des pullulations bactériennes qui peuvent se développer carrément dans l'intestin grêle. Donc, l'intestin grêle n'étant pas vraiment fait pour ça, encore qu'il soit capable de s'adapter quand il y a des chirurgies qui le nécessitent, eh bien, il se trouve dans un état
qui est pas très agréable, avec des fermentations, des ballonnements, un transit qui est instable. Donc fermentation pour faire du gaz. Voilà. Alors les fermentations, c'est pas les putréfactions, c'est-à-dire qu'on a des gaz qui sont abondants, qui font plutôt mal côté sur le flanc droit. Sur le côlon droit surtout, oui. Et donc on va avoir des évacuations de gaz qui vont être plutôt sonores, mais pas forcément malodorantes. On peut avoir aussi un mélange des deux. Et il y a souvent cette instabilité du transit associée à ce fameux SIBO. Et je regardais ce matin une publication donc, de 2022 concernant les liens entre la nutrition et la maladie de Parkinson. Et ce qui ressort très souvent de façon systématique, c'est la constipation. Mais on voit que quasiment la moitié des patients qui ont la maladie de Parkinson présentent ce fameux SIBO, c'est-à-dire ces pullulations bactériennes. Donc un transit entre guillemets paresseux, des ballonnements, des maux de ventre. Donc le sujet de l'intestin est très très récurrent dans tout ça. Et la façon dont on doit aborder la question pour essayer de prévenir ça, et tout du moins quand un patient a déjà les symptômes de la maladie de Parkinson, pour essayer d'améliorer la réponse au traitement, eh bien, c'est de travailler sur la santé intestinale en premier lieu. Alors, attention, si notre intestin se ralentit, ça veut dire que la contraction de la musculature lisse, elle dépend d'un système nerveux. Tu l'as dit, système nerveux végétatif, on appelle cela le système orthosympathique ou le système parasympathique. Mais si il y a ralentissement, c'est que le système est, je dirais, un peu au frein. Et que ce frein peut peut-être venir de là-haut, de notre système nerveux central, de nos noyaux gris centraux, puisqu'on sait que dans la maladie de Parkinson, les noyaux qui seront atteints, ce sont des noyaux gris centraux. Alors, avec gris parce que la couleur est grise par rapport à la substance blanche de notre cerveau. Il y a le striatum, le pallidum. On va pas rentrer dans ces détails, mais ça veut dire que il y a une interaction négative entre en bas, au niveau de notre contraction intestinale qui est freinée, mais elle est peut-être freinée par le haut, ou alors c'est peut-être le haut qui freine le bas. Bon, ça, on ne peut pas rentrer dans le détail de tout cela parce qu'on ne le sait pas pour l'instant. Ça marche dans les deux sens, en tout cas. Le stress est capable d'avoir un effet désastreux sur le fonctionnement de la régulation du système digestif, tout comme le système digestif est capable d'avoir un effet désastreux sur les capacités neurologiques. Tout à fait. Ça marche dans les deux sens. D'ailleurs, le principal nerf qui envoie les messages de régulation au système digestif, c'est un nerf qui est mixte, c'est le nerf vague. Il envoie des informations, il en reçoit beaucoup, et certains disent que pour une information envoyée vers le bas, il y en a 10 qui remontent. Alors ça, c'est très intéressant parce que ce nerf vague, c'est la 10e paire de nerfs crâniens. Nous en avons 12. 12, ça veut dire que de chaque côté, nous avons 12 nerfs crâniens qui vont fonctionner. Il y en a 3 pour les mouvements des yeux, il y en a pour avoir le goût et l'odorat, etc. Et puis, il y a cette 10e paire de crâniens qu'on appelle le nerf vague. Il porte bien son nom parce qu'il est relativement vague au sens de son activité, mais figurez-vous qu'il descend du tronc cérébral. Alors, le tronc cérébral, c'est à la base de notre cerveau. On a l'encéphale qui est devant. En arrière, on a le cervelet. Et puis, la descente qui va se faire vers la moelle épinière au travers de nos vertèbres, ça s'appelle d'abord le bulbe parce qu'il a une forme de bulbe, et puis ensuite la moelle épinière. Or, dans le bulbe, il y a les noyaux essentiels de la plupart de nos nerfs crâniens et donc de ce nerf vague. Ça veut dire que si jamais notre bulbe est mal irrigué, si là, il y a un petit accident vasculaire cérébral, je dis pas au niveau de toute la partie haute du cerveau, mais au niveau du bulbe, ça peut créer une irritation, une freination de ce nerf vague. N'oublions pas que le nerf vague, il va descendre de là-haut, au niveau du bulbe, et qu'on va aller le retrouver le long de l'ésophage, donnant des fibres pour l'estomac, donnant même des fibres pour le foie, donnant des fibres pour le pancréas. Avant, il donne les nerfs récurrents qui sont les nerfs de la voix. Donc ces nerfs récurrents, ce sont des branches nerveuses que ce nerf vague
libère, si on peut dire, au niveau de la zone de notre la partie haute du thorax et qui remonte vers notre larynx. Donc c'est grâce à lui que nous avons la voix qui nous permet de parler, de chanter, etc. Et puis ensuite, tout le long du tube digestif, il va descendre jusqu'à la région anale pour nous prévenir qu'il y a un gaz qui va arriver, que c'est pas trop le moment, etc. Ou bien pour nous prévenir qu'il y a des selles plus ou moins qui demandent à sortir. Parce que nous avons d'une part un sphincter externe et nous décidons, nous, de l'ouvrir ou de le serrer au niveau anal et un sphincter interne qui, lui, nous informe. Et c'est ce que tu disais, il y a une information qui descend qui sera, je dirais, mécanique, et puis une information qui informe au retour pour nous dire ce qui se passe. On a deux composantes dans le système nerveux entérique. On a une composante sécrétoire et une composante motrice. Donc il y a les deux qui sont impactés. Alors sécrétoire. Sécrétoire, c'est la sécrétion des sucs digestifs. Voilà. Voilà, ce qui va permettre donc les activités digestives. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, 1 litre par mètre d'intestin grêle. Donc il faut renvoyer de l'eau pour changer la consistance du liquide digestif pour favoriser l'action enzymatique. Mixer tout ça, quoi. Et puis ensuite, la fin du découpage, l'absorption et tout le reste avec. Et puis, il y a le côté motricité qui permet de déplacer le bol alimentaire dans le bon sens. Voilà, donc tout ça est impacté de façon descendante, mais aussi sur place par la composition du bol alimentaire, du microbiote digestif, qui, s'il est nourri de beaucoup de fibres par la consommation quotidienne de fruits et légumes, s'il est assez hydraté, à ce moment-là, le transit va être suffisamment actif et donc on ne va pas avoir de stagnation de matières potentiellement toxiques pour certaines au niveau de l'intestin, au niveau du côlon. Ça va pouvoir être évacué régulièrement. Alors tu as parlé de la consistance des selles, c'est vrai que ce n'est pas le truc le plus sexy du monde, mais en même temps, les gastro-entérologues ont besoin d'avoir ce genre d'informations-là pour pouvoir juger de l'état de santé intestinale de leurs patients. Et moi, comme nutritionniste, j'interroge quand même un minimum là-dessus parce que le fait de savoir qu'il y a des selles molles, qu'il y a des ballonnements, ça permet de savoir qu'il y a trop de fermentation. Donc, il y a une alimentation qui doit être réadaptée. C'est important de travailler sur ce sujet-là, mais je n'ai pas suivi beaucoup de patients touchés par la maladie de Parkinson, mais ceux que j'ai accompagnés, systématiquement, cette constipation était présente et systématiquement, il y a une amélioration qui a été rapportée soit par les patients et de toute façon par le neurologue. Ils ont été améliorés dans les symptômes à partir du moment où le transit s'est amélioré. Donc ça veut dire que neurologues, gastro-entérologues, nutritionnistes doivent bosser ensemble en quelque sorte. Hein. En tout cas, il y a quelque chose à faire sur la nutrition et sur la santé intestinale des patients, ça fait aucun doute. Et j'ai bien parlé d'améliorer les symptômes, je n'ai pas parlé de guérir. Là, c'est encore une autre histoire. Alors, première question, quels sont les liens potentiels entre la santé intestinale et la maladie de Parkinson? Là, la réponse est oui, il y a des liens. Il y en a énormément. Voilà, il y en a énormément. Et en particulier, la première question à se poser, c'est dans mon alimentation, est-ce que mon alimentation me permet d'avoir des évacuations régulières et correctes? Ou inversement, est-ce que depuis quelque temps, je vis un état constipatoire? D'autant plus que ça atteint plutôt des personnes âgées. Et alors là, l'hydratation. Les personnes âgées, quand tu les rencontres, tu leur demandes, est-ce que vous buvez régulièrement? Je bois, docteur, quand j'ai soif. Voilà l'erreur. Je bois quand j'ai soif. Il faut insister là-dessus. Il faut insister là-dessus, c'est vrai. Avoir soif, c'est un signe de déshydratation. Il y a des signes qui vont apparaître avant la sensation de soif qui doivent être considérés comme des signes de manque d'eau. Le signe de manque d'eau, ça peut être de la nervosité, ça peut être des difficultés de concentration, ça peut être des troubles de la thermorégulation, soit trop facilement froid, trop facilement chaud. Et le ralentissement du transit est un autre signe de déshydratation. Il faut savoir que quand on apporte des aliments qui sont suffisamment hydratés, comme c'est le cas des végétaux qui participent activement à notre apport en eau et en minéraux, eh bien, on amène de l'eau. Il y a une partie... quand on apporte de l'eau par l'alimentation et par l'hydratation, le système digestif aura moins besoin d'excréter de liquide pour avoir la bonne consistance du contenu digestif. Et par contre, si on n'en apporte pas, il est obligé d'en sortir plus, mais il va en réabsorber aussi beaucoup pour essayer de garder l'eau. Et donc, du coup, la consistance des matières sera nettement plus ferme et elles seront plus difficiles à évacuer avec tout ce qui s'ensuit, comme irritation intestinale, comme augmentation du risque de maladies diverticulaires, etc.
Tout à fait. Alors, maladies diverticulaires, ce sont des diverticules, des petites hernies qui sont sur le côlon, que l'on voit beaucoup, surtout sur le côlon gauche, que l'on voit surtout chez les personnes stressées, qui ont, par le stress, on voit bien donc le stress agit sur notre système digestif, sur la contraction intestinale, ce qui veut dire aussi qu'il y a des neurones qui sont des neurones entériques, comme tu l'as dit, et ces neurones, dis-moi, ils fabriquent bien des neurotransmetteurs. Alors, il y a La beaucoup sérotonine. de neurohormones, de neurotransmetteurs qui sont produits au niveau de l'intestin. La sérotonine qui est tellement importante pour la régulation des humeurs, la régulation du sommeil, la production de mélatonine, puisqu'elle est précurseur de la mélatonine. On fabrique la mélatonine à partir de la sérotonine. Je crois que 95% de la sérotonine est produite au niveau intestinal. 95, pas par là-haut, mais par le système digestif. C'est ça. Après, il y en a une partie qui va être fabriquée aussi au niveau du cerveau. Mais il faut que les matières premières soient correctement absorbées et qu'elles ne soient pas sollicitées sur place. Parce que quand on est en inflammation chronique, il faut savoir que la sérotonine est présente aussi dans nos plaquettes. Et on peut surconsommer notre sérotonine. Alors, les plaquettes, il faut dire un peu, qu'est-ce que c'est que les plaquettes, hein? Ce qui permet la coagulation au niveau sanguin en cas de C'est-à-dire qu'il y a saignement. des globules rouges. Dans notre sang, il y a des plaquettes et il y a des globules blancs. Or, qui est-ce qui fabrique les globules rouges? Qui est-ce qui fabrique les globules blancs? Qui est-ce qui fabrique les plaquettes? C'est la moelle osseuse. Or, la moelle osseuse, on le sait quand on mange de la moelle osseuse au restaurant, de la moelle osseuse évidemment des animaux, elle est fort grasse d'une part, elle est très bien vascularisée, elle est à la fois d'une couleur jaune ou blanchâtre, il y a les deux, et cette moelle osseuse, c'est elle qui fabrique nos globules du sang. Et pour qu'elle en fabrique, il faut que l'organisme bouge, que nos articulations fonctionnent et que nos os soient en fonctionnement régulier. Alors, deuxième question, est-il vrai que des dysfonctionnements intestinaux pourraient précéder les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson? Précéder les symptômes moteurs. Dans des symptômes qui peuvent apparaître de façon précoce, ça n'est pas spécifique que à la maladie de Parkinson, ça peut aussi concerner beaucoup les symptômes précurseurs de la maladie d'Alzheimer. Il y a la perte du goût et de l'odorat, qui sont des symptômes digestifs assez directs. Et puis, il y a la perte de l'appétit. Il y a beaucoup de symptômes de ce genre-là qui peuvent être des précurseurs éventuels. Après, il ne faut pas oublier non plus que la santé de nos intestins dépend de notre alimentation. La santé de notre cerveau dépend de notre santé intestinale. Mais la santé de notre cerveau dépend, notre système nerveux central et périphérique dépend aussi de nos aliments, parce que nos aliments n'ont pas du tout des fonctions exclusivement énergétiques, ils ont des fonctions structurelles, c'est-à-dire que tous les tissus ont besoin de matières premières pour se construire et s'entretenir. Et puis, il y a des fonctions immunitaires, d'entretien, de guérison, de résilience, qui sont intimement, là encore, dépendantes des habitudes alimentaires. Or, le système nerveux, aujourd'hui, est dans un état de malnutrition très, très, très souvent, et c'est le cas, hein, ça ne fait pas du tout exception, dans le cadre des pathologies neurodégénératives. Dans les pathologies neurodégénératives, il y a des composantes liées à l'hygiène de vie, liées peut-être à l'âge, à des facteurs peut-être extérieurs, mais les facteurs endogènes, modifiables, liés à l'hygiène de vie, l'alimentation, sont aussi très nombreux, et il faut les prendre en compte en prévention, bien sûr, mais même aussi pour essayer de ralentir le processus dégénératif et améliorer l'efficacité des traitements qui pourront être prescrits par le médecin. Alors, le microbiote intestinal joue-t-il un rôle dans le développement ou l'aggravation de la maladie de Parkinson? La réponse est oui. Alors, comment puis-je savoir que j'ai un bon microbiote intestinal? Le transit est très révélateur, le fait de ne pas avoir trop de ballonnement, le fait d'avoir un transit assez régulier, d'avoir une consistance des matières qui soit des sels moulés, comme on dit, des sels qui ne sentent pas trop fort. Ce n'est pas censé sentir la rose non plus, mais il ne faut pas que ça sente trop fort. Qu'on n'ait pas besoin de mettre, comme tu dis, la lavande provençale dès qu'on sort des toilettes dans toute la maison. Donc, le fait d'avoir un transit qui soit régulier, en 1 selle, 2 selles, 3 selles par jour, mais une vraie régularité. En physiologie, on parle beaucoup du réflexe gastro-colique, c'est-à-dire on remplit l'estomac, il y a une augmentation de la motricité du côlon et on fait place nette, on fait de la place. Donc, c'est quelque chose qui correspond à une régularité, c'est-à-dire qu'on
on ingère des aliments dont une partie ne va pas être absorbée. Donc, à chaque fois qu'on en ingère, c'est logique qu'on en expulse une partie. Donc, très important, réflexe gastrocolique, donc entre l'estomac qui reçoit des aliments et une contraction en bas qui dit il faut faire de la place parce qu'il va arriver quelque chose. C'est logique physiologiquement de passer aux toilettes après avoir pris un repas. Alors, dans le microbiote, on parle de microbes. Et il y a des microbes qui ont peut-être une importance plus grande que d'autres. On commence à travailler le microbiote à un point tel qu'on voit dans les maladies auto-immunes, et nous sommes là dans une maladie auto-immune avec le Parkinson, on voit dans les maladies auto-immunes arriver, en particulier dans les MIS-I, des greffes de selles, des greffes fécales. Bon, alors, pourquoi pas, mais est-ce qu'avant de penser à une greffe fécale, il ne faut pas penser d'abord au changement des habitudes? Le changement des habitudes alimentaires va changer le microbiote. Voilà. Après, la particularité de la greffe fécale, c'est que ça va beaucoup plus vite. Alors, en France, ça s'est encore relativement peu développé. Je n'ai pas fait de recherche spécifique sur les effets sur la maladie d'Alzheimer. Je pense que quand le processus neurodégénératif est déjà enclenché, c'est compliqué, peut-être impossible, je ne sais pas, de revenir en arrière. Mais changer les habitudes alimentaires, ça améliore beaucoup les choses. Quand on change ses habitudes alimentaires, on commence à changer son microbiote. Ça va demander un peu de temps. La difficulté, c'est que changer ses habitudes alimentaires, c'est changer des habitudes qui sont ancrées depuis très longtemps, surtout chez le sujet un peu âgé, et puis qui sont liées beaucoup à l'émotionnel. Voilà, ouais, les habitudes. Oui, mais c'est pas juste la force de l'habitude. Il y a des aliments, on a tous notre aliment doudou. Il y en a pour qui ce sera le chocolat, il y en a d'autres pour qui ce sera le chocolat au lait hyper sucré, d'autres pour qui ce sera le chocolat blanc et d'autres pour qui ce sera des sodas. Donc le système nerveux comprend notre système émotionnel, et notre alimentation, c'est quelque chose de profondément intime et émotionnel. Et c'est l'une des grandes difficultés de l'accompagnement des personnes qui ont une alimentation très dégradée depuis très longtemps, c'est qu'on touche à quelque chose de profondément émotionnel, et c'est difficile de faire avancer là-dessus. Après, ce qui aide à maintenir les choses, parce que ce n'est pas un régime, c'est un changement d'hygiène alimentaire, ce qui aide à maintenir l'hygiène alimentaire, c'est le fait d'obtenir des résultats. Et on ne les obtient pas toujours aussi rapidement que ce qu'on voudrait. Quoi qu'il en soit, ça a beaucoup d'importance. Alors, est-ce que la maladie de Parkinson est auto-immune ou pas? Je ne sais pas. Elle est considérée comme telle. Hein. Oui, alors elle est surtout neuro-inflammatoire. Oui. La neuroinflammation, c'est un grand sujet en nutrition parce que, alors, il y a la neuroinflammation liée à un traumatisme physique ou psychologique. Le fait de vivre un choc psychologique majeur est très inflammatoire au niveau neurologique, mais psychotraumatisme. Traumatisme psychologique, mais le traumatisme psychologique, alors il faut bien sûr avoir des prises en charge complètes au niveau peut-être psychologie, psychiatrie, etc. pour essayer de réduire cette neuroinflammation, utiliser des techniques de régulation du stress comme la cohérence cardiaque, la méditation de pleine conscience. Il y a beaucoup de choses extraordinaires qui ont été découvertes avec ces techniques de respiration, de gestion du stress. Donc c'est important d'y avoir recours pour limiter les dégâts. Et puis la nutrition, comme pour tous les tissus, elle participe au fonctionnement du système de réparation et de résilience. Et dans tout ça, il faut savoir que la partie, hormis l'eau qui est très présente dans le système nerveux, le cerveau est composé d'une très grande quantité de graisse. Oui. Et dans ces graisses, il y a des graisses structurelles, qui sont des graisses qui ont pour particularité de devoir être fluides, même à basse température. C'est la particularité des oméga-3 et des oméga-6. Donc, les acides gras polyinsaturés sont très importants dans la structure même du cerveau. Et pour les protéger, il faut des vitamines liposolubles, la vitamine D pour l'immunité cruciale, la vitamine E qui est la vitamine anti-inflammatoire grasse par excellence, et puis les antioxydants lipophiles qu'on va trouver par exemple dans les huiles. Dans l'huile d'olive, le tyrosol, l'hydroxytyrosol passe très rapidement les différentes barrières biologiques. Antioxydant. Voilà, et c'est un antioxydant anti-inflammatoire, c'est démontré maintenant. Donc la qualité des graisses alimentaires est incontournable parce qu'elle va être capable de favoriser une lutte contre la neuroinflammation. Donc avoir une alimentation riche en huile végétale, non raffinée, huile d'olive, huile de noix, huile de colza, riche en oléagineux. Les oléagineux sont extrêmement intéressants pour
la prévention des maladies Les cardiovasculaires. noix, les noisettes, les amandes. Voilà, noix, noisettes, amandes, graines de courge, graines de tournesol, graines de lin qu'on peut mettre dans les salades, qu'on peut moudre, qu'on peut mettre dans le pain. Il y a toute une gastronomie derrière tout ça. Et c'est une petite révolution dans le milieu de la nutrition parce qu'on nous a beaucoup dit que le gras faisait grossir parce qu'il était calorique, etc. Puis maintenant, on réfléchit plus du tout de la même façon. On voit que selon le type de gras, ça n'est pas du tout utilisé de la même façon. Ce type de gras, vitamine E, oméga 9, oméga 6, oméga 3, sont utilisées à des fins structurelles. On ne va pas les stocker dans le tissu adipeux, donc elles ne font pas prendre de poids. Au contraire, elles augmentent la satiété, elles apportent de la saveur, elles apportent beaucoup de choses positives, et puis ce sont des grands contributeurs à la régulation de la neuroinflammation. On a des études qui, sur les rongeurs récemment, ont démontré que la carence en oméga 3 était capable de favoriser la neuroinflammation à tel point qu'il y avait des cellules qui normalement sont censées protéger le système nerveux, qui le grignotent. Alors, c'est chez le rongeur, mais il y a fort à parier que ce soit quelque chose de similaire. Donc, les cellules de la glie, les cellules du système immunitaire, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, il y a fort à parier que ce soit à peu près la même chose chez tous les mammifères. Donc, on sait en tout cas, c'est avéré depuis très longtemps dans la prévention des dépressions postpartum, etc., que les oméga-3 sont très importants et les oméga-3 ne seraient rien sans les antioxydants lipophiles, vitamine E et puis les fameux antioxydants des huiles végétales dont j'ai parlé. Alors, on va descendre du cerveau dans l'assiette. Parce qu'au fond, c'est l'assiette. Mais l'assiette, moi, je vais te pousser vraiment assez précisément parce qu'il y a une assiette au petit déjeuner. C'est pas simplement je prends un café et puis je pars vite en courant au travail. Il y a le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir et peut-être quelque chose à 17h ou à 16h. Alors, d'une manière, on va essayer de le voir d'une manière globale d'abord, sur quoi tu vas insister chez, je dirais, c'est l'assiette ou les assiettes parkinsoniennes, quoi, pour aider un parkinsonien à ce que sa maladie évolue le plus lentement possible et même peut-être à la stopper. Je vais penser d'abord à l'intestin et donc j'ai commencé par faire manger un fruit entier. D'accord. Voilà, une pomme le matin éloigne le médecin, on dit ça souvent. Donc par exemple, pourquoi pas manger une belle pomme le matin, surtout quand elles sont de saison. Donc manger un fruit de saison pour commencer, c'est très intéressant. Et ça serait pas plus mal, hein? Oui, il faut prendre des fruits de saison. Oui. Voilà, plutôt des fruits peu sucrés, mais pas les fruits sous forme de compote, pas les fruits... dans le yaourt ou autre, quoi. Les yaourts aux fruits, on sait très bien que c'est de la junk food, hein, faut Oui, être c'est clair ça. là-dessus. Hein, donc, c'est pas la bonne façon. Par contre, si vous aimez le yaourt, vous prenez un yaourt de bonne qualité, pourquoi pas artisanal, pourquoi pas changer chèvre, brebis pour alterner de la vache, et puis vous coupez votre fruit dedans. Hein, quand c'est la saison des fruits rouges, c'est super intéressant. J'apporte toujours des protéines le matin, donc si c'est pas un yaourt ou un morceau de fromage qui peut accompagner très très bien les fruits, ce sera des œufs par exemple. Ah, pour moi, c'est 2 par jour. 2 par Ouais. jour, ça, c'est Alors, systématique. le jaune d'œuf est très intéressant, c'est vraiment la partie la plus passionnante de l'œuf. Alors, la qualité de la protéine du blanc d'œuf est excellente, mais celle du jaune est encore meilleure. Et puis surtout, la qualité des graisses contenues dans le jaune d'œuf est assez extraordinaire parce que si la poule a été nourrie correctement, c'est important, le bien-être animal pour la santé de l'animal, mais aussi pour la qualité de ce qu'on en retire, de ce qu'il nous donne. Eh bien, dans le jaune d'œuf, on a des phospholipides. Et ces phospholipides seront donc constitués, entre autres, d'oméga 3 si la nutrition... Là, c'est des éléments gras. C'est des éléments gras. Mais voilà. tu parlais protéines. Alors, c'est vrai que... Alors, on a les deux. On a des phospholipides qui sont incorporés dans nos membranes cellulaires très rapidement, très facilement. Ils sont très absorbés. Et puis, on a la qualité des protéines qui sont les matières premières pour fabriquer les neurotransmetteurs. Donc, notre système nerveux, aux premières heures de la journée, ce n'est pas du sucre qu'il faut lui apporter. Les fruits sont peu sucrés, hein, j'insiste là-dessus. Donc, apporter des fruits, ça ne va pas impacter négativement à cause du sucre. Donc, ça va amener des fibres, ça va amener plein de choses intéressantes, de la vitamine C, etc. Mais le fait d'apporter quelque chose à la fois gras, bon gras, hein, oméga 3 et protéiné, bien, ça va permettre au cerveau d'avoir les matières premières pour fabriquer les neurotransmetteurs. Adrénaline, dopamine, noradrénaline, sérotonine, etc. Il lui faut des protéines pour fabriquer tout ça. Donc, c'est absolument incontournable d'avoir quelque chose pour les fibres, quelque chose pour les protéines et quelque chose pour le gras. Je reviens aux protéines. Blanc d'œuf égale ovalbumine. Oui. L'ovalbumine, c'est l'albumine de l'œuf de la poule qui est le plus proche de ma propre albumine, de notre propre albumine d'humain. Donc, ça veut dire que quand je prends le blanc de l'œuf, je prends une excellente albumine
que mon tube digestif va couper un petit morceau pour faire des acides aminés proches de mon albumine pour fabriquer ma propre albumine. Mais on fabriquera toutes les protéines potentiellement. Toutes les protéines, parce que, bien sûr. on ne sait pas copier-coller. Parfois, on a un petit peu cette idée-là que si je mange du collagène, ça va se transformer en collagène dans mon corps. Non, on va découper les perles du collier et puis avec les perles, on peut fabriquer n'importe quel collier. Donc, si on mange de l'albumine, on peut fabriquer des protéines, d'autres de la coagulation. De la coagulation, on peut fabriquer des hormones, on peut fabriquer de l'insuline, des hormones hypophysaires, etc. Donc, on prend une protéine, on la découpe jusqu'à la plus simple expression, celle de l'acide aminé, et ensuite on fabrique les protéines qu'on a besoin de fabriquer. Mais enfin, nous avons la capacité de savoir dans notre sang quel est notre taux d'albumine. Il en faut entre 40 et 50 grammes par litre, et avec les autres qui sont des immunoglobulines, des gamma-globulines, etc., et qui sont dans notre sang quand on fait une électrophorèse des protéines. Donc tout ça, c'est important. Donc ça veut dire que, je reviens là-dessus, dans le jaune d'œuf et dans le blanc d'œuf, il y a déjà à mon petit déjeuner, pour un enfant, tu serais pour un œuf, et pour une personne dans un âge plus avancé, tu serais pour 2 par jour. Oui, sans problème. Hein. On a beaucoup d'études qui ont montré que le fait de manger des œufs, ça avait un impact très favorable pour la santé, selon le contexte. Oui. C'est pas juste l'œuf qui va faire monter ou descendre, par exemple, le cholestérol. Voilà, on sait que le cholestérol alimentaire ne fait pas monter les LDL. On sait par contre que avoir une mauvaise alimentation... Les LDL, c'est-à-dire ce qu'on appelait le mauvais cholestérol. Ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, voilà. Oui. Il n'augmente pas parce qu'on consomme du cholestérol des œufs, il augmente parce qu'on a d'autres facteurs qui le font augmenter. Ça, c'est prouvé depuis le début des années 2000. Et c'est quoi, les autres facteurs? Les autres facteurs, c'est le fait d'avoir, par exemple, trop de sucre, c'est le fait d'être carencé en vitamine D, d'avoir trop de stress. Donc trop de sucre fait fabriquer du mauvais cholestérol. C'est un peu plus compliqué que ça, mais oui, ça peut contribuer, on va dire, à un mauvais métabolisme du cholestérol. Oui. C'est pas tant la molécule cholestérol qui a beaucoup d'intérêt, parce que c'est une matière première très utile. On fabrique plein d'hormones à partir du cholestérol. Des hormones sexuelles, hein. Le cerveau a besoin de cholestérol pour son propre fonctionnement, à tel point qu'il va utiliser les oméga 3 pour fabriquer du cholestérol. Attention, le cerveau fabrique des oméga 3. Ça veut dire... Non, il fabrique du cholestérol à partir des oméga 3. À partir des oméga 3. Ouais. Ça veut dire que le cholestérol sanguin est peut-être une trop grosse molécule pour passer la barrière entre le sang et le cerveau. Bah le fait est que le passage de la barrière hémato-encéphalique n'est pas si facile que ça, Oui. et que parfois, c'est plus commode pour le cerveau d'en fabriquer au moins une partie sur place, plutôt que d'attendre qu'il arrive. Oui, mais alors, on nous parle sans arrêt de « il y a trop de cholestérol, il faut prendre des hypocholestérolémiants », c'est-à-dire des statines et des statines qui donnent des troubles aussi. Il y en a qui en ont vraiment besoin, mais est-ce que tout le monde en a besoin? Parce que le taux de cholestérol global est au-dessus de 2. Moi, j'ai un taux entre 2,50 et 2,80 et je me porte parfaitement et je ne prends pas de statine. En fait, si on regarde bien dans les analyses de sang, ce que les médecins doivent interpréter, c'est le risque cardiovasculaire lié à un taux de cholestérol d'un certain type en fonction des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, s'il n'y a pas d'obésité, pas de tabagisme, pas d'hypertension, etc., le risque est moindre pour un cholestérol plus élevé. Bien sûr. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le climat dans lequel le cholestérol est transporté qui va être problématique et non pas le cholestérol lui-même. Le cholestérol, c'est une matière première dont le cerveau a besoin, qui va participer à produire beaucoup d'hormones et qui va participer aussi à la structure même du cerveau. Dans les neurones, on a des lieux d'ancrage importants pour le squelette cellulaire, qui s'appellent des radolipidiques, qui sont très riches en cholestérol. Donc, pour les fonctions neurologique, le cholestérol a énormément d'intérêt. C'est pour cette raison-là, sans doute, qu'une équipe canadienne avait démontré vers 2001, je crois, qu'à partir des atomes de carbone contenus dans les oméga 3, le cerveau fabrique son propre cholestérol. Donc, le cholestérol, il en faut ça, sur place. Ça, c'est très, très important. Et je dirais que beaucoup de cardiologues ne le savent pas, beaucoup de neurologues ne le savent pas, les nutritionnistes le savent, quelques gastroentérologues, mais ça court pas les rues. Là, ce sont des notions que nous disons dans ces émissions de ABC Talk TV et qui sont importantes à transmettre autour de vous. Le cholestérol, votre cerveau est capable d'en fabriquer et il en a besoin. La question qu'on pourrait se poser, Jean, c'est quand on prend des statines, est-ce qu'on peut empêcher le cerveau de fabriquer du bon cholestérol à partir des oméga 3 ? On va nécessairement inhiber les enzymes qu'il fabrique, donc potentiellement oui. Après, ce sont des traitements qui sont... Michel de Lorgerie, là-dessus, est très clair. Hein, oui. Ah bah, lui, il est
très très clair là-dessus. Après, il est médecin. Moi, mon métier, c'est de faire en sorte que le métabolisme du cholestérol se fasse le mieux possible. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Après, quand un cardiologue est confronté à une personne qui a beaucoup fumé, qui est en obésité, qui est en stéatose hépatique et qui a un climat inflammatoire délétère, c'est le minimum qu'il puisse faire, c'est le prescrire les traitements nécessaires pour gérer tout ça. Voilà, donc c'est important de bien dire qu'il ne faut pas aller révolutionner ces traitements du jour au lendemain sans en référer avec son médecin. Bien sûr. Vouloir arrêter un médicament hypocholestérolémiant, si On en parle à son médecin. Si ça peut se faire, il faut être assidu sur ses habitudes alimentaires et son hygiène de vie, c'est indispensable. Alors, y a-t-il des études qui montrent que les bactéries intestinales spécifiques ou la dysbiose intestinale sont associées à un risque accru de Parkinson? C'est une question qui cherche de la précision et en matière de microbiote digestif, c'est très difficile d'avoir de la précision. Alors, je ne suis pas microbiologiste, je me sers des publications scientifiques sur le microbiote pour essayer de comprendre ce que moi, modestement, je peux faire là-dessus. Ce que je peux faire là-dessus, c'est orienter la tendance de l'alimentation pour orienter une tendance de microbiote qui soit la meilleure possible. Et là-dessus, les règles ne sont pas forcément très compliquées. Il faut manger plus de fruits, plus de légumes. Du végétal, du végétal, du végétal. Beaucoup de végétal et moins de produits animaux. Donc, si on veut donner des chiffres optimaux, on ne va pas forcément y arriver du jour au lendemain, mais 5 portions de fruits crus, frais, de saison par jour. Et puis, 5 portions de légumes, peut-être, dont une partie de crudité, pas du trop cuit, parce qu'il faut quand même conserver les vitamines, de façon quotidienne. J'ajouterai des aliments riches en fibres, en protéines et en lipides de très bonne qualité. Donc la peau du fruit, par exemple, quand le fruit est un fruit bio, la peau de la pomme, why not? Plus de 90% des micronutriments des fruits sont contenus dans la peau. Donc normalement, on devrait essayer de la garder. Bon, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aller chercher plutôt du bio ou en tout cas, à minima, les laver correctement. Bien sûr. Alors, les vrais super aliments importants pour protéger contre la neuroinflammation, ce sont les oléagineux, qui contiennent à la fois les fibres, les protéines et les bonnes graisses. Et noix, noisettes, amandes, etc., dans les recommandations officielles, on recommande d'en avoir 1 à 2 poignées par jour, vraiment de façon quotidienne. 7 noix, parfait. Oui, 7 noix, c'est la référence. Alors, si on pèse en cerneaux de noix, ça fait à peu près une trentaine de grammes, 6-7 noix. Ouais. C'est un peu comme les 7 dattes quand on est dans le désert avec les chameaux et les boissons et un petit peu de lait de chèvre ou de lait de chamelle, quoi. Oui, c'est un chiffre à la fois facile à retenir avec une belle symbolique. Et puis, c'est un chiffre qui correspond à ce que les protocoles d'études cliniques ont mis en valeur. Voilà, à partir de cette dose-là quotidienne, d'oléagineux, donc on va être sur une trentaine de grammes, c'est à peu près une poignée selon la taille des mains, 1 à 2 poignées par jour, ça commence à être sérieusement intéressant. Voilà, j'ajouterais que dans les oléagineux, il y a aussi des minéraux très très importants pour le système nerveux, comme notamment le magnésium. On a des dormir études... la nuit. Alors, pas que ça, oui. Le magnésium, il sert à toutes les cellules, en fait. Il n'y a pas de production d'énergie dans les cellules sans le magnésium et les vitamines du groupe B. Donc, il est absolument crucial pour produire de l'énergie. Le magnésium, il est très important pour les fonctions neurologiques. Le système nerveux, quand on est très stressé, il peut surconsommer le magnésium. Le système musculo-squelettique, le muscle, et les os sont de grands utilisateurs de magnésium aussi. Donc, quand on fait beaucoup d'activité physique, on peut augmenter de façon importante ses besoins en magnésium. Et il y a des études qui ont montré que certains tremblements essentiels, sans parler de maladie de Parkinson, certains tremblements essentiels sont améliorés par la supplémentation en magnésium. J'ai pu le constater à plusieurs reprises. On ne raisonne pas sur un patient, ça n'a pas de valeur d'un point de vue scientifique, mais j'ai pu constater que certaines personnes étaient améliorées dans ce tremblement essentiel en augmentant leurs apports en magnésium par l'alimentation, éventuellement un peu de supplémentation. Chez les patients parkinsoniens, ils sont souvent améliorés, mais là encore, on ne peut pas tirer de conclusion hâtive. C'est impossible de faire un lien entre prenez tel complément alimentaire ou tel micronutriment et vous allez guérir de telle pathologie. Ça, c'est excessivement optimiste, mais on voit une amélioration de ce tremblement qui réduit un peu et c'est assez révélateur de voir que le stress a tendance à augmenter ces tremblements. Alors, une eau magnésienne pourrait faire contracter la musculature lisse de l'intestin pour justement
freiner, c'est-à-dire activer et supprimer la constipation. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on parle des eaux magnésiennes, on nous les vend, entre guillemets, c'est pas méchant, hein, comme une sorte de supplémentation en magnésium. Le problème, c'est que quand on a un liquide très très riche en magnésium, le magnésium ne va pas forcément être absorbé comme on le pense, mais ça va plutôt avoir un effet d'appel d'eau. Un petit peu comme si on prenait une alimentation très très salée. C'est ce qui se fait d'ailleurs. Ça va hydrater les selles, disons. Alors ça va hydrater les selles, c'est ce qu'on fait quand on prépare une coloscopie, je crois. On donne un liquide soit très sucré, soit très salé. Donc on dit que c'est pénible, mais il faut le faire. C'est un liquide hyper osmolaire, donc il va provoquer un appel d'eau. Donc il y a de l'eau qui est excrétée par le système digestif, il y a une sécrétion d'eau. Qui pousse toutes les matières dehors. Et qui pousse toutes les matières dehors. Donc quand on prend des eaux très riches en magnésium, je suis pas très gentil, mais je dis que ce sont des eaux pour constiper. Si on veut s'hydrater, il faut prendre une eau plutôt oligominérale. Et si on veut activer le transit, il faut boire une eau magnésienne. Mais la vraie question qu'on devrait se poser, c'est si je suis constipé, c'est peut-être parce que, 1, je ne bois pas suffisamment, et 2, parce que mon alimentation ne contient pas suffisamment de fibres, et notamment les fibres des fruits et des légumes, qui sont en bonne partie des fibres solubles, qui retiennent de l'eau et qui maintiennent une hydratation des matières. C'est ça. Alors, et qui, en plus, je l'ajoute, cultivent un bon microbiote, puisqu'on était parti sur cette question du microbiote. Donc, vous voulez avoir un bon microbiote, mangez plus de fruits, plus de légumes, plus d'oléagineux, plus de produits complets. Mais on va vous dire, prenez telle bactérie et ne prenez pas telle autre. C'est votre alimentation qui va permettre à votre microbiote d'être en équilibre. Voilà. Vouloir se supplémenter en bactéries probiotiques, ça peut être intéressant si on est sous antibiotiques quand on en a besoin, effectivement, mais ça ne fait pas tout. C'est vraiment les habitudes alimentaires qui vont impacter de façon déterminante la qualité du microbiote. Si vous voulez avoir un bon microbiote longtemps, changez vos habitudes alimentaires, mangez plus de fruits, plus de légumes, plus de produits complets. Il n'y a pas 36 solutions. Une belle question. Comment la barrière intestinale, parfois appelée leaky gut, c'est-à-dire intestin poreux, pourrait-elle influencer l'apparition du Parkinson ? C'est difficile à dire parce que la porosité intestinale a des effets immunitaires. Après, ces effets immunitaires se font sur un organe dont la paroi n'est pas forcément très épaisse. Et sur une épaisseur assez faible, on va avoir la muqueuse qui a pour fonction d'absorber. Ensuite, dans la sous-muqueuse, on va avoir des cellules immunitaires. Ensuite, on va avoir la musculeuse et on va avoir 2 épaisseurs de musculeuse. Ça, c'est la paroi de l'intestin. Muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, séreuse. Voilà. Et dans la musculeuse, on a une musculeuse longitudinale qui permet de raccourcir et une musculeuse donc circulaire qui permet de réduire le diamètre. C'est ça. Donc de contracter. De contracter. Et de faire avancer le bol fécal, comme on dit. Voilà. Et entre les différentes couches, on a ce qu'on appelle, c'est des filets nerveux, 2 plexus. Un plexus donc sécrétoire et un plexus moteur. Et ces 2 plexus-là, ils sont très très proches de la muqueuse intestinale. Et si la muqueuse est poreuse, si elle est en inflammation, on va aller impacter ce système nerveux entérique qui va... le plexus dit de Meissner, non comme ça, je crois. Il y a Meissner et Auerbach. Bon, maintenant, on utilise moins les noms propres. On apprend ça en première année de médecine il y a quelques années pour moi. Hein. Voilà, Mais ces 2 plexus, en fait, ils peuvent être impactés directement par cette inflammation chronique digestive. Voilà. Et puis ensuite, quand on a une inflammation sur un organe aussi important en surface que l'intestin, cette inflammation, si elle est maintenue à bas bruit, on parle beaucoup de l'inflammation chronique de bas grade, associée à cette porosité intestinale, parce que quand l'organisme essaie de réparer cet intestin abîmé, cette porosité intestinale, il fait fonctionner le système immunitaire. Donc, il produit des messagers pro-inflammatoires. Et cette inflammation, quand les cytokines sont produites en permanence sans que jamais le problème de porosité intestinale soit résolu parce qu'on ne change pas les habitudes qui sont à l'origine de la porosité, à ce moment-là, cette inflammation se chronicise, elle couve, elle est peu ou pas symptomatique, surtout parce qu'on est habitué à ces symptômes de constipation, donc on considère que c'est normal. Voilà. Pas, quoi. Il y a des patients qui sont surpris de savoir qu'on doit aller à la selle tous les jours. Ils me disent « Ah bon, pour moi c'est normal d'y aller tous les 3 jours. » En fait, non. Donc c'est important de comprendre que ce phénomène d'inflammation chronique va diffuser. Et avoir une inflammation chronique systémique, ça augmente le risque cardiovasculaire, dépressif, neurodégénératif, métabolique, etc. Donc, prendre soin de son intestin, c'est prendre soin de la totalité de sa santé dans toutes ses composantes pour tous les tissus et tous les organes.
est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent être plus responsables du leaky gut, c'est-à-dire de l'intestin poreux, que d'autres? C'est très difficile de dire... Gluten. Ouais, c'est un peu rapide ça, parce que c'est très difficile de dire que tel ou tel aliment provoque telle ou telle conséquence ou telle pathologie. Comme le disait Paracels il y a 500 ans, c'est la dose qui fait la toxicité. Donc le gluten en lui-même, on ne peut pas l'affubler directement d'une ou plusieurs pathologies. C'est le fait d'abuser de gluten, d'avoir une alimentation très très monotone, basée toujours sur les mêmes aliments riches en gluten. C'est le fait aussi que les aliments riches en gluten sont souvent fabriqués à partir de céréales de culture intensive qui vont contenir du fameux glyphosate, qui lui a un impact très négatif sur la santé intestinale. Donc est-ce que c'est le gluten ou est-ce que c'est ce qui accompagne le gluten? Voilà. Et puis est-ce que c'est surtout le fait d'avoir toujours les mêmes aliments qui a un impact négatif sur la santé intestinale? Donc plutôt que de... On ne varie pas assez. Plutôt que d'aller vous précipiter sur le rayon gluten-free qui contiendra aussi des aliments ultra transformés qui ne sont pas forcément très bons, augmentez la part de vos fruits et de vos légumes et de vos oléagineux dans l'alimentation. Mangez du poisson plus souvent et automatiquement, vous mangerez moins de gluten. Et il y a déjà beaucoup de choses qui iront mieux. Donc, ce n'est pas la suppression du gluten qui va solutionner la question. Sauf chez des personnes qui ont une véritable allergie au gluten avec la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est encore autre chose. C'est une maladie auto-immune qui se tait quand on arrête le gluten. Donc, la solution est automatique. La guérison est absolument certaine. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, dernière question. Je ne m'y attendais pas du tout, quels sont les mécanismes qui pourraient permettre à des protéines comme l'alpha-synucléine de migrer des intestins vers le cerveau dans la maladie de Parkinson? Alors là, moi je on sort de mon domaine de compétence. Non, mais gros point d'interrogation, parce que c'est des gens qui sont dans la biologie, qui sont des passionnés, bien entendu, comme nous tous, de la santé, mais qui vont faire le zoom sur une seule protéine. Et ce zoom, ils vont essayer ensuite de réfléchir à comment soit la fabriquer, soit si c'est elle qui est responsable, la neutraliser pour faire un médicament. Donc on voit là, je dirais, le résultat d'une recherche qui parfois peut être excessive. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas faire de la recherche, mais ce qui manque parfois chez le chercheur, c'est une vision un peu drone, qui soit un peu au-dessus de la molécule simple qui va être responsable de tout, comme certains qui vous diraient, prenez dans vos compléments alimentaires tel produit et là vous allez guérir. Tout ça, c'est totalement abusif, quoi. C'est l'espoir qui fait vivre, entre guillemets. On espère toujours avoir des panacées universelles et j'y crois toujours pas. Non, ça n'existe pas. Ceci dit, les chercheurs vont beaucoup dans le grand détail de la connaissance de la biologie et eux-mêmes disent, j'ai un ami chercheur en hématologie qui dit que ça n'en finit pas de découvrir des choses, des nouvelles molécules, etc., avant même de créer de nouveaux traitements. Mais c'est vrai que peu importe cette accumulation de protéines au cœur des cellules dans le système nerveux, est-ce qu'elles viennent vraiment de l'intestin, est-ce qu'elles sont produites sur place, etc. C'est un processus qui est peut-être pas complètement élucidé, je ne le sais pas. J'ai des connaissances très, très ciblées en fait sur tout ce qui tourne autour de la nutrition, ce qui restreint mon champ de connaissances modestement. Mais la chose importante quand on s'intéresse à la santé, c'est que on a besoin de zoomer sur des choses, mais il faut savoir aussi dézoomer sur la globalité. Dézoomer sur la globalité, ça veut dire que concrètement, dans mon quotidien, si je veux réduire mon risque de développer une maladie neurodégénérative de type Parkinson, si je veux ralentir ma maladie de Parkinson qui est là, je dois prendre soin de mon système digestif. Et en prenant soin de mon système digestif via les fruits, les légumes, tout ce qu'on a dit, je vais améliorer mon immunité. Je vais réduire mon inflammation, je vais améliorer ma capacité nerveuse de résilience, je vais réduire ma neuroinflammation, je vais réduire l'inflammation systémique. Donc, il y a des conséquences en cascade derrière qui tiennent à des modifications de l'hygiène de vie qui demandent un petit peu de temps parce qu'il faut d'abord changer, bien sûr, prendre conscience des changements et puis que ces changements deviennent progressivement des habitudes, des automatismes. Et il faut des mois quand même pour ça. Mais quoi qu'il arrive, quand on a dézoomé, les solutions semblent nettement plus simples. Ça ne nous demande pas forcément d'avoir des connaissances biologiques très poussées, que je n'ai pas du tout d'ailleurs, pour fabriquer de la santé, un bon microbiote et un système nerveux plus résilient.
Voilà, cette émission était surtout intéressante, il me semble, non seulement pour les 165 000 personnes qui sont diagnostiquées maladie de Parkinson, et il ne faut pas neutraliser l'importance des médicaments qui sont utilisés efficacement dans cette maladie, surtout à ses débuts. Après, il peut y avoir des résistances, mais ça veut dire que toute personne qui est atteinte par cette pathologie parkinsonienne, eh bien, doit bien réfléchir à son microbiote, à son assiette, à ses habitudes alimentaires. Et en même temps, notre objectif, c'est que peut-être de réduire les 25 000 nouveaux cas qui sont en préparation et peut-être de les réduire d'une façon que nous ne sommes pas capables d'évaluer. Mais si ça peut vous aider les uns sur les autres. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à diffuser ces informations autour de vous, sachant que vous ne les trouverez ni sur TF1, ni sur Antenne 2, ni sur je ne sais quoi. Il faut aller sur des émissions où on n'a pas de lien avec l'industrie pharmaceutique. On a la liberté de parole qui existe encore en France, heureusement pour nous, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Jean pour ta présence et toutes les informations que nous avons reçues aujourd'hui. Avec plaisir.